Alors, nous attendons que tout le monde se connecte. Bienvenue à notre première session du programme de formation au climat des jeunes. Je vois que les personnes sont admises progressivement dans cette réunion, donc je laisse encore quelques minutes. Mais en attendant, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat d'où vous nous écrivez, d'où vous nous rejoignez? Ça serait vraiment super. Et nous n'avons pas de petite salle aujourd'hui, donc pour vous habituer, est-ce que vous pourriez vous renommer et inclure votre langue de prédilection, s'il vous plaît? Je vois que certains le font déjà, donc je vois que vous avez bien lu nos emails. Donc c'est un plaisir de vous retrouver pour cette formation. C'est la première session officielle de cette formation. Diapositive suivante. Alors, un petit rappel, voici les liens vers nos différents réseaux sociaux. Nous avons Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. C'est là que vous retrouverez tous nos enregistrements. Donc, n'hésitez pas à à nous mentionner dans vos posts et ensuite nous pourrons republier ce que vous avez indiqué. Alors, je suis Clarissa, je travaille à Oxford Zero. Et j'ai également à mes côtés Mernad et la coalition des jeunes. Si tu veux te présenter. Oui, alors je travaille du côté de la formation dans cette coalition et la dernière fois, j'étais à la modération et j'ai parlé du Slack aussi. Je crois que peu de personnes ont rejoint ce forum. Donc je vais repartager le joint. Et n'oubliez pas que l'invitation n'est valide que pendant 10 jours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre d'ici 10 jours. Et j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire aujourd'hui et nous aurons une partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas à partager vos questions, sinon vous pouvez utiliser dans le chat. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons nous situer par rapport à la COP, d'un point de vue de la science sur le climat. Donc nous voulons savoir les résultats de la COP, les objectifs de la COP 30, rappeler les résultats des dernières COP et savoir quelles sont nos attentes par rapport à la COP 30, expliquer la fonction des négociations internationales sur la biodiversité, expliquer les derniers résultats en date et comprendre le rôle de la science sur le climat ainsi que du GIEC dans les négociations climatiques. Comme vous le voyez, la session sera bien chargée, donc nous n'allons pas faire de petites salles pour que ensuite vous puissiez poser des questions lors de la session questions-réponses. Mais lors des prochaines sessions, vous pourrez intervenir. Voilà notre programme et je vais bientôt passer la parole à notre première oratrice, Aruna Chandraseskar, et ensuite nous passerons à Myrna Inés Fernandez-Padel qui parlera de la biodiversité, puis nous écouterons Dr Steve Smith qui parlera de sciences climatiques et puis ensuite nous aurons ces questions-réponses. Donc il y a une fonctionnalité sur Zoom, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster là-dedans pour que nous puissions en parler à la fin. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez l'écrire dans le chat général. Et puis, il y aura la clôture de cette réunion. Voilà nos orateurs. J'en ai un petit peu parlé déjà, et puis je les présenterai mieux tout à l'heure. Et en tout cas, ils sont tous incroyables sans vous en révéler plus. Et en la prochaine diapositive, je passe la parole à Aruna bientôt. Donc, elle est journaliste indépendante, elle est basée à Mumbai et elle se concentre sur journalisme environnemental et elle écrit sur l'interaction entre alimentation, terre, justice, changement, diversité et équité. Elle a des diplômes d'Oxford et elle a été publiée dans de nombreux titres et elle va vous parler des processus de la COP. Elle va faire un résumé des COP 28 et 29 et décrire nos attentes pour la COP 30. Aruna, c'est à toi et merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Clarissa. Merci. Je suis toujours très heureuse de parler à des militants, des jeunes militants pour le climat. J'ai été, comme vous, hein, j'ai participé à la COP aussi.
Je suis Aruna Chandrasekhar, je vis à Mumbai en Inde. Actuellement, nous avons de grandes précipitations après une période de chaleur intense et cela montre bien notre situation dans la crise climatique. Je n'ai pas de diapositive, juste de la bonne humeur. Alors, s'il vous plaît, je demande simplement votre attention complète. Je voulais vous proposer un aperçu des COP, ce qui s'y passe, ce que nous pouvons en attendre et comment c'est pertinent dans le travail que nous réalisons, les différentes décisions géopolitiques que nous voyons, ainsi que les grandes conséquences, à quoi servent les COP, quels sont leurs points positifs, pourquoi en avons-nous besoin, etc. Toutes ces questions que nous entendons souvent lorsque nous regardons les processus politiques. Est-ce que nous sommes en phase avec la réalité? Notamment au vu de ce que les spécialistes du climat nous disent, il y a et les conséquences vont se faire ressentir pour les autres générations, mais la mienne, celle des millénials, est déjà touchée de plein fouet. Donc je vais expliquer pourquoi c'est très important. Certains sont fatigués de lire les dernières informations, donc il faut quand même s'intéresser à tout cela. Alors moi, je suis passionnée par la COP. Pourquoi j'aime autant y aller? Eh bien, en fait, j'adore les gens et je pense que lorsque nous parlons du changement climatique, eh bien, je suis passionnée par cela. Je suis intéressée par ce processus et ce que ça révèle sur les pays, leur situation, ainsi que les luttes pour la justice. Nous avons vu beaucoup de mouvements de jeunes qui ont pris la tête de cette lutte et je pense que nous devrions avoir des choses agréables parce que souvent la COP parle de la gouvernance des biens, qui, les systèmes, les différents systèmes, l'atmosphère, etc. Et d'un point de vue multilatéral, c'est-à-dire que tous les pays signataires de l'accord de Paris ou de la CNUC ont voix au chapitre. Donc, j'écris également pour un site qui s'appelle Carbon Breeze. Parfois, vous verrez que ce n'est pas si bref que ça, mais nous écrivons plusieurs sections pour que vous puissiez bien comprendre les tenants aboutissants de toutes les COP. Et donc, je vous recommande de visiter ce site après ce webinaire et vous avez énormément d'informations sur la COP, ce qu'il s'y passe. Et c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux pour essayer euh, d'expliquer en profondeur. Nous regardons les détails car tout est dans les détails, mais je sais que nous partons tous d'un point différent. Avant, j'avais 23 ans et j'ai commencé j'avais mes idées, l'utiliser des huiles essentielles, par exemple, de faire attention à notre budget carbone. C'est très important de voir sur le terrain les communautés qui sont affectées, les rencontrer en personne, de voir toute la responsabilité climatique, etc. C'est là qui m'a amené à la COP. Je ne connaissais pas les jargons utilisés, je l'ai appris au coup par coup. Si vous ne savez pas ce qu'est une COP, si vous ne savez pas trop bien ce que sont les luttes, eh bien, c'est très intéressant de s'y intéresser. Je pars du principe que beaucoup connaissent les grandes idées, mais un tour d'horizon, c'est la COP, c'est la conférence des parties. Chaque pays qui a ratifié l'accord de Paris, qui a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, donc la CNUC, ont une place autour de la table des négociations. Ça veut dire que tous ces pays ont un vote. Et ça, c'est très important parce que parfois, vous avez des immenses pays qui sont de gros pollueurs, des voies géopolitiques fortes avec une armée immense, pourraient avoir une opinion disproportionnée par rapport à d'autres pays. Mais le processus garantit que les petits États insulaires en développement, les pays les moins développés, des endroits qui sont désertifiés sous nos yeux, les États montagneux, des endroits comme le Bhoutan,
qui ont énormément à offrir, que nous ne connaissons pas ou qui n'ont pas d'émissions. Leurs émissions sont si faibles qu'on ne les comptabilise même pas, eh bien, tous ces États ont la même voix. Ils ont un vote, notamment lorsqu'il y a des majorités requises. Ils ont une voix chapitre, ils peuvent faire des objections, et ça, c'est très important d'avoir cette égalité. Évidemment, beaucoup de choses se passent en coulisses où ils n'aiment pas trop les militants, les journalistes. Il n'y a pas de présentation si vous le demandez. Vous devrez recevoir des choses. Je répondais là à Amadou qui a posé une question dans le chat. Donc la COP, tous les pays sont représentés, on le voit au chapitre, peuvent voter, et c'est très important lorsque l'on parle des pouvoirs, des équilibres historiques. Les pays en développement ont leur mot à dire, il peut y avoir différents blocs, il peut y avoir des groupes de pouvoir, de partis, et donc c'est important de connaître tous ces groupes et quelles sont leurs priorités. Beaucoup de personnes pense, se demande si, se demande si la COP est juridiquement contraignante. Eh bien, c'est un petit peu ambigu parce que la CNUC, c'est une convention. Certains, voilà, ils disent qu'il y a des négociations annuelles. Il y a eu, en 1992, il y a eu le Sommet de la Terre à Rio qui a donné naissance à trois conventions, celle sur le changement climatique, l'autre sur la biodiversité, et puis celle qu'on oublie le plus, et c'est peut-être l'enfant négligé de ces négociations, c'est la Convention sur la lutte contre la désertification. C'est la COP qui reçoit le plus d'attention. Et pourquoi est-ce que c'est différent? C'est bien toute l'année, avant tous les ans, avant l'accord de Paris, il y avait le protocole de Kyoto qui stipulait qu'il y avait des objectifs fixes pour les pays développés. Et ensuite, cela a pris la forme de l'accord de Paris, qui n'est pas juridiquement contraignant. Cela veut dire que chaque pays doit s'engager avec des objectifs, faire un rapport, mais on ne peut pas les forcer, les contraindre à suivre ces objectifs. Cela veut dire que la responsabilité est un petit peu une zone grise et donc tout dépend de ce que les pays font à l'échelle nationale. Il n'y a personne qui vous impose quoi faire, qui vous impose des objectifs et le fait de remplir ces objectifs. Des fois, ça ne fonctionne pas trop et ça peut être vu comme une question de souveraineté avec certains qui affirment qu'on leur impose quoi faire. Certains sont aussi contre les objectifs en question. Et il y a également il y a des pays qui polluent énormément. C'était un petit peu dur des fois d'imposer des objectifs, mais presque tous les pays ont accepté cela. Et donc la COP était perçue comme quelque chose, ces objectifs ont été vus comme importants, acceptables, mais le fait d'avoir moins de responsabilités, ça a dédouané certains acteurs. Par exemple, les États-Unis sont opposés au mot responsabilité, notamment les pertes et les dommages aussi, c'est un grand concept que vous devez connaître. Et fait également le fait d'être tenu responsable directement sur les impacts climatiques de vos activités. Avant de perdre tout espoir et avant de penser à la responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire de tenir responsable les pays? Je pense qu'il faut regarder ce que vous avez déjà accompli. Nous allons parler de la COP 28, puis de la COP 29, mais avant, je voudrais revenir à la COP 26. La COP 26 s'est tenue à Glasgow. Il y a eu, comme je sais qu'il y a une grande délégation britannique aujourd'hui, et cette COP a eu lieu très rapidement après un mouvement pour le futur, que c'est un mouvement que nous avons vu dans le monde. Nous avons vu des jeunes qui ont interpellé leur gouvernement, et c'est ça l'esprit de la COP. Vous avez des engagements nationaux,
de la circonscription des jeunes, différents mouvements qui tentent d'interpeller les gouvernements sur leurs engagements. Et les COP, c'est un endroit où les pays peuvent s'adresser à d'autres pays, leur demander leur bilan. Donc, en la COP 26, il y a eu beaucoup d'engagement pour l'objectif net zéro. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est encore une autre question? Mais il y a eu énormément d'engagement à ce moment. Et c'est grâce à votre travail en partie, parce que c'est des personnes comme vous qui ont fait pression sur le gouvernement pour fixer des objectifs plus ambitieux. Emma Watson, par exemple, pardon, et d'autres personnalités. Et ça a été donc un grand mouvement. Et puis, il y a eu le premier appel pour une sortie progressive du charbon. Et ça n'était pas dans la déclaration de la COP, mais un petit peu dans l'introduction. Et peut-être que c'était l'une des premières fois que ça y figurait. Pourquoi pas pour le pétrole? Pourquoi pas pour le gaz? Et ça a été des revendications des pays en développement qui affirmaient que nous avions des déséquilibres énergétiques. Pendant des années, les pays ont bénéficié, leur économie ont bénéficié du pétrole. Pourquoi est-ce que on ne sortirait pas de toutes les énergies fossiles? Et donc, ça a été un point délicat de la COP26. Mais encore une fois, ça a été rendu possible par votre travail. Donc, avant toute chose, je voulais vous rendre hommage. Et ensuite, la COP 27 à Sharm el-Sheikh, après les tragiques inondations au Pakistan. Et donc, il y a eu le fonds pour les pertes et les dommages qui était issu d'une lutte qui avait lieu depuis des années. Donc, les pays en développement se sont alliés dans le cadre du bloc du G77 et ont créé ce fonds. Ça a été l'une des premières COP où les droits humains ont également été sur le devant de la scène. Il y a eu des militants qui ont fait des grèves de la faim et c'était la première fois qu'il y avait euh, ce sujet qui était donc au cœur de toute cette COP. Donc beaucoup d'engagement, le fonds pour les pertes et les dommages. Tout cela a été lié à l'action directe des personnes face au gouvernement. Le monde nous regarde, ce genre d'idées. Puis la COP 28, c'était la COP à Dubaï. Beaucoup de personnes se disaient que c'était un endroit bizarre. À quoi allons-nous parvenir avec un pays qui produit autant de pétrole? Mais cette COP a été la COP du rapport. Parce que tous les 5 ans, on prend la température des résultats de l'accord de Paris. Qu'est-ce que nous avons fait depuis le début de cet accord? Est-ce que nous avons fait véritablement une différence? Dans quelle direction le monde va-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Donc, les pays se mettent d'accord sur une version de l'histoire, et l'histoire, ça peut être très politique. Comment nous l'écrivons? Ce que nous écrivons, sur quelle version nous tombons d'accord? Et qu'est-ce que nous faisons à l'avenir pendant les 5 prochaines années pour réussir? Donc voilà, voilà ce qu'était le bilan mondial qui a eu lieu à cette COP. Donc les pays décidaient ce qui fonctionnait, si les actions étaient suffisantes. Et donc ça faisait partie d'un mécanisme. Donc c'est la preuve qu'il faut devenir plus ambitieux avec les objectifs, regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qu'il faut faire ensuite. Et c'est quelque chose qui a été décidé. Et puis pour la toute première fois, la COP a exhorté tous les États à mener une transition et sortir de ces énergies fossiles et puis accélérer cette action pendant les décennies à venir. Pourquoi est-ce que c'était une grande annonce? Parce que ça a pris près de 30 ans pour qu'une décision de la COP euh, appelle à une sortie des énergies fossiles.
En réalité, ce ne sont que des concessions. Il y a également beaucoup de problèmes. Donc, il y a toujours un espace disponible pour que les énergies fossiles continuent. Il n'y a pas vraiment de prévision pour une transition. Une question d'énergie organique, par exemple. Donc c'est peut-être l'une des parties les plus décevantes parce que nous avions mené une campagne pour dépasser les énergies fossiles, les inscrire dans le texte, essayer de comprendre comment comprendre la pression qui est mise sur les gouvernements. Mais donc voilà, c'est ce qui s'est passé à la COP 28 et la COP 29 a vu un nouveau résultat euh, important, mais également un petit peu déprimant, le contrat financier de Bakou. Et la question, c'était vraiment, bon, où est l'argent? Parce que désormais, les pays développés appellent à un investissement de 1,3 milliard de dollars. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ce sont des financements publics, des financements privés? Comment est-ce qu'on atteint ces chiffres? Est-ce que c'est avec la dette? Est-ce que c'est l'inflation? Et c'est assez choquant parce qu'il y a des pays qui sont à l'avant-garde, qui font des estimations pour savoir comment est-ce qu'ils pourront atteindre ces objectifs. Et maintenant, nous arrivons à ce point où nous arrivons à la COP 30 et nous ne savons même pas où est-ce que nous en sommes. Il n'y a pas d'objectif très clair. L'objectif, c'est de négocier des solutions d'adaptation et d'atténuation. Et comment est-ce qu'on va faire le suivi de cette adaptation? Et donc voilà, c'est ce qu'on va attendre de la COP 30. Un autre point que nous attendons de la COP 30, c'est que les pays cette année auraient dû annoncer des engagements révisés. Et l'engagement était de les donner dès 2020, mais nous sommes déjà en 2025 et pour le moment, euh, nous n'avons pas encore suffisamment d'engagement clair de la part des pays. Mais il est important de penser au contexte parce que s'il n'y a pas de financement, s'il n'y a pas de responsabilité, si on a des pays comme les États-Unis qui se retirent des engagements, si on voit que les pays dépensent plus que ce qu'ils ne peuvent pour le climat, Clarissa, pardon, Aruna, nous n'avons plus de temps. Est-ce que vous pourriez conclure, s'il vous plaît? Oui, alors, les 30 dernières secondes de mon intervention seront pour vous dire que cette COP 30 sera une COP très importante pour comprendre qui prendra la direction de ce travail pour le climat. On va évidemment regarder ce que la Chine va faire, bien sûr, vu que les États-Unis se retirent de ce combat climatique. Est-ce que la Chine va reprendre le flambeau? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que les pays vont faire? Et pour moi, je pense que ce sera le plus important ici. C'est ce qu'on va apprendre de la COP 30 au Brésil, de voir ce que la présidence brésilienne fera et ce que les pays vont apporter. Clarissa, merci beaucoup Aruna pour cette introduction. Merci beaucoup d'être ici alors que vous ne vous sentez pas très bien. Je suis sûre que tout le monde a beaucoup aimé entendre vos points de vue sur la COP et ce que c'est que ces COP. Je vais donner la parole à Myrna qui va nous présenter notre nouvelle oratrice. Myrna, et juste pour vous dire que nous avons couper le chat parce que tout le monde partage les liens LinkedIn et c'est formidable que vous essayiez de vous connecter, mais partagez-les soit sur Slack, soit directement sur le groupe LinkedIn. Donc, si vous voulez poser des questions aux orateurs, aux oratrices, vous pouvez le faire dans la boîte questions-réponses. Je vois que nous avons déjà quelques questions, mais je donne la parole à Merna.
Merci beaucoup, Clarissa. Juste pour faire la suite de cela, nous aurons une session questions-réponses à la fin de cette séance et je sais que il y a des personnes qui disent qu'elles ne peuvent pas ajouter leur nom. Normalement, vous devriez pouvoir le faire, mais ne vous en faites pas, nous n'avons pas de salle de discussion aujourd'hui, donc aucun souci. Alors, notre prochaine oratrice, Myrna Inès Fernandez Panel, qui est chercheuse au sein du programme sur la biodiversité du Third World Network, qui est ingénieure en environnement originaire de Bolivie. Elle est titulaire d'un master en biodiversité tropicale et des écosystèmes. Elle est membre fondatrice et ancienne coordinatrice mondiale des politiques du Global Youth Biodiversity Network, le groupe de jeunes de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Son expérience professionnelle comprend les évaluations d'impact environnemental, l'éducation et le développement des capacités, la défense de l'environnement et la recherche sur les politiques. Elle nous mettra à jour sur les négociations internationales, sur les résultats de la COP16 et de la conférence sur la biodiversité. Elle nous parlera également de la protection de la biodiversité. Myrna, allez-y. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Myrna et je vais partager mon écran. Merci beaucoup. Et alors, désolée, moi j'avoue que j'ai des diapositives, mais j'ai beaucoup aimé l'idée de l'oratrice précédente qui n'avait pas de diapositives. C'était très intéressant de cette manière, donc je vais essayer de faire la même chose et d'apporter juste de la couleur avec mes diapositives. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la Convention sur la biodiversité, la CBD. Et comme vous le savez, je m'appelle Myrna et je travaille avec une organisation qui s'appelle Third World Network. Donc, je vais vous parler de notre travail, de la recherche que je fais sur la biodiversité, sur les liens entre le climat et la biodiversité, les objectifs sur le climat à la dernière CBD et les résultats de la COP 16 sur la biodiversité. Nous avons eu deux COP 16 parce que les premières négociations à Cali l'année dernière n'ont pas abouti, donc nous avons eu une deuxième partie de la COP 16 à Rome cette année. C'est pour cela que vous entendez parler de la COP 16 et la COP 16.2. Les questions étaient vraiment de se poser, étaient vraiment de se demander pourquoi les négociations ont mis autant de temps et comment est-ce que nous pouvons faire le lien entre le climat et la biodiversité, quels sont les impacts des interventions du climat sur la biodiversité qui sont très inquiétantes d'ailleurs, et quelles sont les approches non basées sur les marchés. Alors pour commencer, euh, encore une fois, le Third World Network est une organisation basée en Malaisie. C'est une organisation à but non lucratif et qui a pour objectif d'articuler les besoins des personnes dans les pays en développement et une meilleure distribution des ressources mondiales ainsi que de développement qui est durable et qui remplit les besoins humains. Donc, encore une fois, nous travaillons sur la biodiversité, la finance et tout ce qui a trait aux conventions euh, de biodiversité. Et nous soutenons en particulier les pays du Sud mondial parce que ce sont les pays qui ont le plus besoin d'aide par rapport aux États-Unis, au Canada. Et nous avons donc des groupes de négociateurs sur le climat. Nous avons besoin de beaucoup de soutien. Pas encore une fois, pas seulement pour les négociateurs, mais également pour toutes les parties prenantes, les femmes, les peuples autochtones, les ONG, etc. Et je suis une ancienne coordinatrice du groupe de la jeunesse sur la biodiversité et j'étais coordinatrice des politiques. Donc j'ai parlé euh, de beaucoup de sujets différents. Les séquences d'information numérique, la numérisation, etc. Donc, nous avions accès à des chercheurs qui nous permettaient le renforcement des capacités. Et vous pouvez également faire cela. Et nous sommes bien sûr disponibles pour vous aider si besoin.
Nous faisons des recherches d'analyse, nous faisons des formations euh, pour toutes les parties prenantes et nous avons un nouveau service qui est une analyse et des résumés journaliers des négociations. Donc, si vous faites partie de la COP climat ou de la COP biodiversité, vous verrez des copies physiques sur toutes les tables de négociation de notre document. Vous pouvez également les voir de manière numérique sur notre site internet twn.ny. Sur sur le lien entre le climat et la biodiversité, nous savons que ce sont les trois conventions. Donc, nous avons la Convention sur le climat, le GIEC et euh, cette. Donc, nous savons que la COP sur le climat attire beaucoup d'attention médiatique et la COP sur la biodiversité, malheureusement, un peu moins. Et ce qui est triste et dommage parce que la biodiversité est en danger, voire même encore plus que le climat. Vous voyez ici sur le graphique, c'est un graphique sur lequel nous parlons de biodiversité génétique et nous voyons que nous sommes bien au-delà du danger lié au CO2. Nous voyons donc les changements d'eau, les changements de système, le changement de biosphère. Donc le changement climatique a un impact sur, sur la biodiversité, mais également sur d'autres facteurs de perte de biodiversité. En général, ce sont les politiques extractivistes des pays qui se concentrent seulement sur les énergies fossiles, mais également les minéraux. Nous voulons une transition juste, une, et de trouver des solutions hybrides, des solutions euh, qui fonctionnent. Par exemple, en ce qui concerne le lithium, dans mon pays, en Bolivie, nous avons l'une des plus grandes réserves de lithium qui se retrouve qui se trouve dans une réserve. Et si nous voulons exploiter le lithium à cet endroit, nous perdrions toute la biodiversité de cet espace qui a le plus grand taux de biodiversité dans mon pays. Donc, nous savons que de se concentrer sur le CO2 est dangereux parce que si on pense que seulement au carbone, au CO2, nous oublions les animaux, tous les écosystèmes. Un exemple de cela, c'est par exemple que lorsque nous avons des mécanismes basés sur sur la captation de carbone pour réduire les émissions, nous avons un, tout un espace qui avait été protégé pour sa captation carbone, mais des, pardon. Nous nous rendons compte que de se concentrer seulement sur la captation carbone est dangereuse pour toute la biodiversité parce qu'il ne s'agit pas seulement du carbone. Il y a également d'autres outils qui sont difficiles pour les marchés carbone. Arona en a parlé et je suis sûre qu'elle connaît beaucoup de choses là-dessus sur ces marchés du carbone. Lorsque on se penche sur ces projets de captation de carbone et ces crédits carbone, nous nous rendons compte que 90% des projets sont des projets fantômes qui n'ont pas pour objectif de contribuer à l'atténuation des enjeux climatiques. Et nous voyons donc que les marchés de la biodiversité sont un outil pour le financement de la biodiversité.
Au lieu de réduire nos émissions, nous allons avoir une situation où les crédits carbone auront un impact sur des projets qui soit atténuent, soit restaurent les, le carbone. Ici, on compare des gigatonnes de carbone. Mais bien sûr, il suffit de ne... Ce n'est pas réaliste puisqu'en réalité, une émission de carbone peut se faire en quelques minutes alors que cela prend des années pour les forêts et les arbres de capter le carbone. Dans une industrie euh, Par exemple, si l'on soutient un projet qui promet de planter des arbres dans un autre pays sur l'équivalent des hectares, qui dit, d'accord, je compense mon impact en plantant 5 hectares dans un autre pays, donc c'est quelque chose que l'on appelle positif. Ici, on ne compare pas carbone et carbone, on compare des écosystèmes complètement différents. Et bien sûr, tout cela sera manipulé dans les indicateurs et cela ne permettra pas de protéger la biodiversité. Donc, comme vous le voyez ici, il y a beaucoup de biodiversité qui est liée au climat. Et les objectifs qui sont liés à la biodiversité, à la CBD, ce sont des objectifs qui sont basés sur 10 ans. Il y a 23 objectifs. La plupart ont un impact sur le climat, mais en général, ceux qui sont basés sur le climat sont ceux qui sont à l'écran, donc sur la restauration du climat et de la biodiversité. Ces objectifs parlent de mécanismes de protection du climat, de protection de la biodiversité. L'objectif 8, c'est de minimiser les impacts du changement climatique sur la biodiversité et de construire la résilience. L'objectif 10, c'est l'amélioration de la biodiversité, de la durabilité dans l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la foresterie. C'est très important également puisque cela a trait à la biodiversité et aux politiques climatiques. L'objectif 11, c'est de restaurer, de maintenir et d'améliorer la contribution de la nature aux personnes. Donc ça, c'est une nouvelle manière d'expliquer que les services des écosystèmes, par exemple l'IPBES, qui est les scientifiques, qui sont les scientifiques sur la biodiversité, parlent de cela. Euh, L'objectif 16, c'est d'améliorer des choix de consommation durables et l'objectif 18, c'est de réduire les encouragements qui sont dangereux. Donc ça, c'est un objectif très ambitieux de réduire d'au moins 500 000 milliards de dollars par an. Et si cet objectif est rempli, cela voudra dire beaucoup pour le climat. Ceux qui sont sur cela, sur tous ces objectifs, ceux qui portent le plus sur le climat sont le 8 et le 11, puisqu'ils sont basés sur les écosystèmes et le climat. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, quelques-uns des résultats de la COP 16, notamment la portion de Cali. Donc, il y a eu une décision climatique. Enfin, ça a été un très long parcours pour cette décision parce que c'est quelque chose qui devait être adopté à la COP 15 de Montréal en 2022. Et nous avons dû attendre jusqu'à l'an dernier pour avoir cette décision parce que la lutte de la COP 15 n'a jamais pris fin. Il y a eu des négociations intermédiaires avec les organismes euh, subsidiaires du comité de technique et puis ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, donc tout était toujours reporté. Et à la COP 16, nous avons enfin eu une décision. Il y a eu des propositions fortes qui ont été enlevées malheureusement, notamment l'évaluation des impacts des marchés carbonés de la biodiversité.
Il y avait la proposition des jeunes qui a également été enlevée. Il y avait les références des risques, de la bioénergie et de la conversion de terres à grande échelle. Il y avait les responsabilités communes, mais différenciées, qui étaient très importantes pour le Sud mondial. Et ensuite, des approches reposant sur les droits humains qui devraient être au cœur de cette décision, qui ont également été supprimées. Mais nous avons eu des victoires. Nous avons réaffirmé le moratoire de la CBD sur la géo-ingénierie, et c'est une grande victoire, et nous savons qu'au sein de la CNUC, c'est assez difficile. Et enfin, nous avons ce garde-fou. Nous avons une priorité sur l'intégrité de l'écosystème et la protection des droits des peuples autochtones. Et nous avons parlé également de la dangerosité du carbone, donc il fallait rappeler l'importance de l'intégrité des écosystèmes et donc également la protection des droits des populations autochtones. Dans cette décision, nous avons également proposé un supplément aux consignes sur les approches reposant sur l'écosystème avec l'adaptation et l'atténuation des risques. Et c'était une consigne pour appliquer ces protections qui n'avaient rien à voir, qui ne mentionnaient pas l'atténuation. Et ça, c'est un concept de la CBD. Donc, ils ont choisi de faire une addition, de faire ce supplément et nous allons lutter pour ce nouveau supplément. Et deuxième partie de la COP 16, la principale discussion avait trait à la finance, parce que c'était les discussions qui n'avaient pas été terminées en Colombie. Et nous avons une voie maintenant que nous avons tracée de la mobilisation. Et donc, nous devrions mobiliser 200 milliards de dollars par an d'ici 2030. Il y a eu un accord historique pour mettre en place un mécanisme financier d'ici 2030, d'ici la COP de 2030. Et cela va reprendre le mécanisme financier qui devrait travailler sous l'égide de la COP et également le GEF. Et cela va aider les pays en développement. C'était une lutte de longue haleine que nous avons presque perdue. Et ce n'est encore pas une situation idéale parce que nous devons encore 2030 pour l'avoir. Mais au vu de l'échec financier sur la COP sur le climat, nous étions très inquiets de n'avoir aucun résultat sur le mécanisme financier sur la biodiversité. Donc au moins, nous avons déjà cela. Et il y a également eu une décision avec la coopération avec l'UNEP, le PNUD, les autres conventions pertinentes et autres accords internationaux, notamment la Convention sur le climat et la certification, ainsi que d'autres textes. Pardon, Myrna, est-ce qu'il est possible de ralentir un petit peu pour les interprètes? Merci, ils seraient très reconnaissants. Et je note aussi qu'il ne reste que 5 minutes. Très bien, pas de souci. Et je vais faire attention tout en continuant dans les 5 minutes en partie. Comme je le disais, les principales luttes de ces décisions politiques sur la CBD, c'était entrelié entre les solutions reposant sur l'écosystème et la nature. Les approches reposant sur l'écosystème figurent dans la CBD depuis 1995. Ils sont concentrés sur l'adaptation et ont été utilisés pour résoudre les principaux conflits. Ils ont été peu utilisés en raison d'un manque de financement. Mais ils ont le mérite d'avoir des principes et la CBD favorise la priorisation du fonctionnement des écosystèmes et d'autres aspects. Donc, il y a plusieurs façons euh, d'aider la gestion des écosystèmes tout en aidant l'adaptation du climat. L'autre concept, celui de solution reposant sur la nature, est assez nouveau dans la CNUC et dans la CBD. Et dans cette CBD, nous avons découvert un soutien à l'atténuation climatique et c'est là que la lutte a commencé parce que beaucoup de pays en développement, comme en Afrique ou en Latine-américaine, ont dit qu'ils avaient parlé d'atténuation dans les négociations climatiques et pourquoi l'intégrer également dans la CBD. Et comme nous l'avons vu avec l'atténuation et avec ces différentes approches de mitigation, comme les crédits du carbone et les marchés du carbone, eh bien, ça n'a pas été efficace avec la CBD. Donc, pourquoi l'intégrer dans cette même CBD? La définition n'était pas prête encore.
C'est la définition qui a été faite par l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement. C'est une définition assez large. Donc, tout peut être une solution reposant sur la nature, la conservation, la restauration, la gestion durable ou encore des écosystèmes naturellement modifiés peuvent être des solutions. Donc cette définition est très générale et cela a aidé beaucoup d'acteurs, notamment des acteurs privés, à en profiter et à appliquer ces solutions reposant sur la nature dans une façon qui ne profite pas à l'environnement. Par exemple, Shell, l'entreprise pétrolière, a des solutions de la telle, hem et comment c'est la différence de culture, mais nous pensons que ça sera de la monoculture et donc ça ne sera pas bon pour la biodiversité ni pour les peuples autochtones, parce que ces projets ont lieu dans leurs terres et provoquent des violations des droits humains, entre autres choses. Et donc ce qu'il faut, avoir en compte, c'est des protections, mais c'est encore difficile de parler de protection parce que il n'y avait pas encore de protections qui ont été, appliquées. Donc il faut redéfinir notre perception des protections parce que parfois, le fait de dire de protection, contraignante, ça peut être un paradoxe et donc elles doivent pouvoir mettre un terme aux projets qui ne fonctionnent pas. Mais ce n'est pas le cas dans la conférence sur le climat, également pour la CBD. Et il ne faut pas oublier le consentement libre, en avance et éclairé des personnes sur les droits de la nature qui sont aussi importants que les droits humains. En effet, beaucoup de ces projets ont lieu dans des terres autochtones sans leur consentement ou sans même, les avoir informés au préalable de ce qui se passe. Et je termine. Les approches, qui ne sont pas, basées sur le marché, c'est d'autres choses à prendre en compte. Elles font partie de l'objectif, 19 du cadre sur la biodiversité, mais elles figurent également dans l'accord de Paris, dans l'article 6.8 et parle des approches, de marché qui ne sont pas basées sur le marché. Donc ce n'est pas un système commercial. Il ne s'agit pas de mettre un prix sur la nature, mais de soutenir financièrement, notamment les pays en développement qui ont besoin de ce soutien pour appliquer des actions de protection, de la nature et ces approches sont nombreuses comme l'action de la terre-mère. Il en existe des autres. Mais il n'y a pas assez d'attention de financement pour ces approches. Tout ce qui a été évoqué dans cette, négociation requiert, la recherche de financement et si on n'y a pas de financement, on se tourne à nouveau vers le marché. Donc il faut savoir comment renforcer ces approches qui permettent de mieux protéger les droits des populations autochtones ainsi que la planète et qui sont les personnes, qui sont les choses les plus précieuses au-delà de la finance du carbone ou d'autres indicateurs qui pourraient simplifier la complexité des interactions naturelles entre les différents éléments d'écosystème et les personnes. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller voir le site twn.my et le site du réseau, notamment si vous voulez faire partie des discussions sur le climat de la circonscription des jeunes. Merci beaucoup, c'était très intéressant et je pense que beaucoup de personnes voulaient vos diapositives. Est-ce que c'est possible de me l'envoyer par PDF ou de me l'envoyer d'une façon ou d'une autre? Et je vous remercie et je vais présenter le dernier orateur. Merci beaucoup, Myrna. Alors, je vois beaucoup de questions dans les questions-réponses. Vous pouvez voter pour les autres questions également. Regardez les questions qui ont été posées, celles que vous voulez voir, celles pour lesquelles vous voulez une réponse. Donc, nous avons maintenant le docteur Steve Smith. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes professeur honoraire à l'université, directeur exécutif de Oxford Net Zero corps de programme travaillant pour la durabilité. Vous avez travaillé aussi avec des journaux
Vous avez publié sur des indicateurs pour comparer les émissions de différents gaz à effet de serre et la gouvernance de la suppression du dioxyde de carbone. Vous travaillez également travaillez pour des outils comme le Zero Net Tracker et l'état de la suppression du dioxyde de carbone. Et je vous passe maintenant la parole. Merci beaucoup, merci Clarissa, j'espère que vous m'entendez tous bien. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je pense que vous venez du monde entier. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver en ligne. Merci et félicitations à toutes les personnes qui ont investi énormément de temps pour préparer cette réunion. Je vais tenter de partager mon écran avec vous. J'espère que vous le voyez. Et je veux remercier un grand ami à moi, Jean Lang, qui a élaboré tous les visuels que vous voyez actuellement. Comme Clarissa l'a dit, je suis professeure à l'Université d'Oxford. Donc, je suis un scientifique. J'ai commencé en utilisant la physique de l'atmosphère. J'ai regardé pendant plusieurs années les nuages et j'ai fait de la recherche en tant que physicien sur ces nuages. Et puis, j'ai travaillé sur la politique climatique britannique pendant environ 10 ans. Donc, je retranscrivais ces faits scientifiques en politique nationale au niveau britannique. Et je suis de retour à l'université pour faire de la recherche climatique sur nos actions pour lutter contre le changement climatique. Donc, j'ai beaucoup lu les rapports du GIEC et j'ai également participé à certains rapports, souvent avec les cercles sur le changement climatique. On dit que la science est sûre, qu'il faut faire confiance à la science ou certains ne croient pas à la science. Eh bien, pourquoi croire la science? Qu'est-ce que la science? Eh bien, ce sont des connaissances, des choses que nous savons et le processus pour acquérir ces connaissances. Donc, pendant quelques minutes, je vais tenter d'expliquer ce que nous savons de sûr, ce que nous savons avec certitude, ainsi que parler du rôle du GIEC et le rôle de la science climatique dans ces négociations. Alors, je vais vous faire une confession avant toute chose. Même moi, je ne savais pas où avoir les meilleures informations climatiques, ni où était le GIEC avant mon doctorat. Alors, j'ai terminé mon diplôme en physique atmosphérique et donc il a fallu mon doctorat pour que je comprenne tout cela. Donc, je comprends également votre confusion et j'espère qu'après la fin de ma présentation, vous en saurez un peu plus. Comme je l'ai dit, je vais utiliser ces visuels que vous verrez à l'écran et ensuite je vous partagerai ces diapositives dans le dossier pour que vous puissiez le regarder à tête reposée. Et pour commencer, je vais expliquer ce qu'est le GIEC et rappeler les grands messages qu'ils ont fait passer. Donc, quelle est la structure du GIEC? Si je descends un petit peu, vous voyez ces 4 bulles? Il y a 3 groupes de travail en réalité. L'un sur la science physique, donc quelle est la science physique qui explique le changement climatique, notre compréhension du système climatique et ce qu'il se passe. Deuxièmement, il y a un groupe sur les impacts ainsi que l'adaptation à la vulnérabilité. Donc, au vu du changement climatique, quels sont les risques quels sont les risques auxquels nous sommes exposés? Qu'est-ce que nous pourrions faire à l'échelle internationale pour s'adapter à ce changement? Et le troisièmement, c'est un groupe ce que j'ai appelé nos options, c'est l'atténuation, pour ça, à savoir comment mettre fin au changement climatique. Donc voilà comment réduire nos émissions et mettre terme au réchauffement climatique. Ces 3 groupes, régulièrement, se rencontrent pour faire des rapports d'évaluation. euh, de façon périodique et ces 3 groupes donc se réunissent pour créer un rapport de synthèse. Ça, c'est le cercle que vous voyez en bleu. Il y a plusieurs centaines d'experts qui y participent. Vous verrez tout en haut du graphique que le GIEC a choisi 782 experts de 92 pays pour participer au dernier rapport, donc le 6e rapport d'évaluation.
Donc, beaucoup d'experts scientifiques qui prennent part à ces évaluations et ils se sont penchés sur 85 000 études. Ces chercheurs, ces experts se sont donc rassemblés et ils sont parvenus à un consensus après discussion sur les faits les plus récents au vu des 85 dernières publications. Et donc, ce qu'il faut dire sur le GIEC, c'est que le GIEC ne produit pas de nouveaux faits. Beaucoup critiquent le GIEC en affirmant que la science ne venait pas du consensus et il suffit parfois d'une seule personne qui ait raison. Et entre tous, ils ont les faits, en fait. Mais en fait, cette critique n'est pas correcte. Le GIEC ne produit pas de nouveaux faits, mais plutôt réunit les experts qui savent bien de quoi ils parlent dans le monde pour parvenir à un consensus sur les faits scientifiques les plus récents. Lorsque vous faites de la science, il vous faut une seule personne pour faire les choses correctement, mais lorsque nous prenons des décisions, si vous êtes un dirigeant politique, vous voulez savoir ce que la plupart des scientifiques pensent. Donc, le GIEC n'a pas n'a pas vocation à créer de nouvelles informations, mais plutôt d'identifier les dernières informations, les dernières tendances sur le changement climatique. Et ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le GIEC ne fait pas des recommandations politiques. Le GIEC ne vient pas dire que la bonne réponse est de rester autour de 1,5 degré ou 2 degrés ou de faire ce type d'adaptation dans certains domaines. Non. Le GIEC parle de choses qui pourraient être pertinentes d'un point de vue politique, mais pas obligatoires. Et ensuite, avec ces faits, au vu de ces faits, les dirigeants politiques peuvent prendre les meilleures décisions possibles. Et les processus du GIEC s'appuient sur un consensus entre tous ces experts. Beaucoup critiquent également que des extrêmes possibles soient laissés de côté, puisque c'est souvent le point de vue le plus modéré qui est partagé. Donc, il peut y avoir des points de vue extrêmes qui peuvent être pertinents pour des dirigeants politiques pour évaluer assez les risques, mais qui sont laissés de côté. Mais peut-être que le GIEC, dans le but de trouver un consensus, filtre cela. Je vous laisserai en juger par vous-même. Et donc, vous avez un calendrier pour vous raconter l'histoire du GIEC. Le GIEC a grandi, a évolué au fur et à mesure des négociations climatiques internationales. Il a vu le jour en 1988, créé par les Nations Unies et l'Organisation météorologique mondiale pour réunir tous les scientifiques pour faire une évaluation. Et le premier rapport a été publié en 1990. C'est à ce moment-là que les négociations climatiques ont commencé. Et donc, il y a eu un rapport d'évaluation périodiquement depuis, et actuellement nous avons le sixième, comme je le disais, et cela a un grand impact sur le processus politique climatique ainsi que les politiques, puisqu'il y a également des personnes qui lisent ces rapports du GIEC. C'est souvent considéré comme les meilleurs faits scientifiques disponibles. Donc, vous cherchez les textes issus de la COP et des négociations, vous verrez des références à la science, la meilleure science disponible. Et c'est un petit peu un code pour expliquer, pour se référer à ce que dit le GIEC. Donc, euh, c'est la source d'autorité principale en quelque sorte. Donc, je vous encourage à lire ces rapports du GIEC qui sont facilement accessibles. Ils sont très longs. Euh, Vous n'avez pas besoin de les lire en entier, mais ce sont des ressources très utiles. Je les utilise aussi si je cherche à comprendre mieux un sujet en particulier. Et ce sont des sujets qui sont soulevés par les gouvernements du monde. Les gouvernements doivent signer ces rapports, ou du moins signer le résumé ou la synthèse à destination des dirigeants. Et ce sont les gouvernements qui valident les résumés ligne par ligne. Et c'est important puisque les gouvernements doivent être en adéquation avec les conclusions du GIEC. Mais si vous voulez voir une version moins filtrée, que si vous voulez voir leurs vraies conclusions, vous pouvez voir le cœur du chapitre parce que c'est là que se trouvent les faits non filtrés.
Donc maintenant, je vais vous parler des messages clés et John les a bien résumés. Le premier, c'est de dire que c'est vrai. Le deuxième, c'est de dire que c'est nous. Le troisième, euh, c'est que oui, il y a des choses qui ne se passent pas bien, mais la quatrième, c'est que nous avons des choses à faire. Nous pouvons travailler. Et vous verrez que nous avons condensé beaucoup de choses qui viennent du rapport du GIEC. Alors, le premier que l'on retient, c'est que bien sûr, le changement climatique est réel. Vous avez déjà vu l'augmentation des températures ces dernières années. Et parce que nous savons qu'il y a vraiment un changement, parce que pendant des centaines d'années, les températures étaient à peu près égales et d'un coup cela monte, nous nous rendons compte que le changement climatique, euh, c'est évident, il n'y a aucun doute sur le fait que le changement climatique est réel, que la température du monde augmente. Mais cela fait des années que nous pouvons mesurer la température basée sur les arbres, par exemple, sur les coraux. euh, et ce ne sont pas que les températures mondiales, c'est ce qui se passe sur d'autres facteurs également, le niveau de la mer, par exemple, les changements les changements de précipitation, les glaces. euh, et c'est donc indiscutable que le changement climatique est réel. Un autre facteur qui est évident selon le GIEC, c'est que c'est de notre ressort, c'est l'influence humaine qui fait ce changement climatique. Et moi, je me rappelle du troisième rapport du GIEC en 2001. Et à l'époque, on ne savait pas, on n'était pas capable de déterminer l'influence humaine. Et désormais, et c'était la première fois, c'est désormais la première fois que nous pouvons dire que les humains sont responsables de cela. Et cela fait des centaines d'années que nous savons que le CO2 euh, emprisonne la chaleur et pendant des années, on se demandait si ce n'était pas qu'un cycle naturel. Mais désormais, vous voyez sur les barres rouges en haut que c'est l'influence humaine qui augmente d'un degré le changement climatique. Le, euh, Les gaz à effet de serre sont responsables de plus de 100% de l'augmentation du climat. Mais bien sûr, les scientifiques se sont également penchés sur les facteurs naturels. Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que ce sont les variabilités naturelles? Est-ce que, après tout, ce ne serait pas juste un changement naturel que nous verrions arriver? Est-ce que ce sont des variabilités naturelles? Nous avons beaucoup de raisons pour se dire que non, nous savons tout à fait que ce ne sont pas que des variables naturelles et en réalité, c'est à 100% de notre fait. Et je suis très heureux d'en parler parce que c'est une histoire d'enquête détective de ces dernières années. Nous avons évalué les empreintes humaines pour savoir quel était notre impact. Et bien sûr, ces impacts sont très négatifs. Nous voyons déjà ces impacts. Je peux vous présenter quelques exemples. L'impact sur la santé humaine, par exemple. Nous avons vu des augmentations des sécheresses, des vagues de chaleur, et cela a un impact sur les personnes qui travaillent à l'extérieur, par exemple, mais également sur leur mortalité. Nous avons vu des saisons de feux de forêt bien plus longues que d'habitude, puisque ces feux sont désormais plus long et plus chaud que d'habitude. Et bien sûr, nous avons vu des vagues de chaleur marine également. Les océans deviennent de plus en plus chauds. Cela a des implications dévastatrices sur les coraux. Et nous savons également que nous avons une perte de glaciers dans l'Arctique. Donc voilà, tout cela va s'aggraver malheureusement euh, tant que nous n'arrêterons pas d'émettre autant de gaz à effet de serre. Si l'on parle de l'augmentation des niveaux de la mer, c'est un impact très important du changement climatique. Si vous vivez à côté de la mer, vous saurez que euh, cela prend du temps à la mer pour se réchauffer ou pour se refroidir. Et
Si l'eau se réchauffe, elle augmente. Ces dernières années, le niveau de la mer a augmenté d'une vingtaine de centimètres. Et cela est toujours vrai. Et si nous maintenons le niveau de réchauffement actuel, le taux de la mer, le niveau de la mer augmentera encore pendant des siècles. Donc ces changements sont vraiment irréversibles. Et bien sûr, la seule chose sur laquelle nous pouvons avoir un impact, c'est le niveau d'augmentation de la mer. Nous ne pourrons pas l'annuler, mais nous pourrons peut-être avoir une influence sur le nombre de centimètres qu'il augmente. Donc nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que cela veut dire pour l'impact? Qu'en est-il pour les niveaux de la mer? Alors, nous devons prendre en compte différents facteurs lorsque nous évaluons quel serait l'impact sur les humains. Par exemple, combien de personnes seront déplacées à cause du changement climatique? Nous ne savons pas exactement. Nous savons que ce sont des choses qui risquent d'arriver puisque le changement climatique multiplie les facteurs de risque qui sont déjà présents. La bonne nouvelle, alors, puisqu'il y en a une, c'est de vous dire que nous savons désormais ce qu'il faut faire pour limiter notre impact. Alors, le GIEC donne ces informations, mais une chose qu'il ne dit pas, c'est que c'est trop tard et que nous sommes condamnés. Non, ce n'est pas le cas. Au contraire, le GIEC nous donne les preuves ici que l'augmentation de la température dépendra de notre émission de gaz à effet de serre. Donc le GIEC ne nous donne pas une preuve fataliste disant que c'est trop tard. Il dit au contraire que le futur dépend de nos choix. Donc par exemple, sur l'équivalent d'une année, il nous donne différents scénarios en fonction de nos actions. Alors pour conclure, un point très important, c'est qu'il faut que nous arrivions à zéro émission nette de CO2 dans l'atmosphère. On peut penser à l'atmosphère comme une baignoire. Elle se remplit de CO2 parce que nous la remplissons de CO2 avec nos activités humaines. Et bien sûr, la Terre a la capacité d'absorber donc, vous voyez ici ces tuyaux d'évacuation de CO2. Nous faisons beaucoup de choses, nous pourrons faire beaucoup de choses si nous arrêtons d'émettre, bien sûr, et nous pouvons améliorer nos tuyaux d'évacuation, bien sûr, mais il faudra arriver à zéro émission nette. Alors, je vais conclure ici. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses dans cette infographique. Je veux vous amener quand même à la fin parce que ce que John a résumé ici pour conclure son graphique, c'est que l'avenir dépend de deux choses. Tout d'abord, c'est comment le système climatique va répondre à nos actions. Et le deuxième, c'est quel est le volume de CO2 que nous émettrons dans l'atmosphère. Le GIEC a des ressources formidables. Il n'y a rien d'autre comme le GIEC pour nous donner autant de connaissances scientifiques, pour vulgariser autant les connaissances scientifiques. Donc, je vous encourage à vous pencher là-dessus. Et cela nous dit ce qui se passe, cela ne nous dit pas ce qui peut se passer ou ce que nous devrions faire, mais c'est pour cela que nous avons besoin de négociations pour remplir pour utiliser ces connaissances et tirer ces conclusions. Donc merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je suis là pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Steve. Je vois que il y a beaucoup de
Personne dans le chat qui demandait les infos, qui demandait la présentation. Donc bien sûr, vous l'avez déjà reçue dans le chat et vous l'aurez également à l'avenir, mais elle est disponible gratuitement en ligne, donc n'hésitez pas à vous y référer. Nous allons donc passer à notre section questions-réponses. Nous avons collecté des questions dans le chat pour tous nos panélistes. Donc, Aruna, on va peut-être commencer avec vous et nous euh, continuerons. Très bien. Vous êtes prête pour cela, ne vous en faites pas. Alors, la question qui a eu le plus de votes dans la boîte de questions-réponses, c'est une question assez longue. Quel est le statut de la COP sur les voix des personnes que nous n'entendons pas? Et un autre participant euh, a répondu. Donc la COP se passe souvent dans des pays en développement, donc ce n'est pas qu'une question de coût de voyage. Pour les voies des pays sous-développés, je pense que c'est différent parce qu'en fonction des procédures des Nations Unies. Aruna, alors oui, c'est quelque chose que l'on critique souvent. On voit souvent le nombre de jets privés qui vont à la COP. Comment est-ce qu'on fait pour compter cette émission de gaz à effet de serre rien que pour assister à cette COP? Bien sûr, la COP, c'est un rassemblement de pays qui ont des choses à dire et qui ont besoin d'avoir leur voix entendue. Par exemple, euh, les îles Tuvalu parlent de leur situation, de l'augmentation du niveau de la mer. Et vous pouvez faire ces démonstrations lorsque vous participez à la COP. Je sais que il y a des présidents qui font des démonstrations sous l'eau pour montrer ce qui se passe lorsque le typhon a eu lieu. Lorsqu'un typhon a eu lieu, il y a eu des présentations très visuelles. Donc la question, c'est vraiment de se demander euh, ce que nous pouvons faire. Et bien sûr, les objectifs financiers d'1,3 trillion de dollars, par exemple, peuvent paraître euh, non suffisants ou peuvent paraître assez lointains, mais la question, c'est vraiment d'entendre les personnes qui sont présentes à la COP. Nous sommes unis. Par exemple, des pays du Sud, dans leur ensemble, ont pu pousser à l'acceptation de cibles, d'objectifs, de s'assurer que leur voix soit entendue. Et bien sûr, dans son ensemble, nous ne pouvons pas réguler les jets, nous ne pouvons pas empêcher les millionnaires et les milliardaires de voyager. Bien sûr, on peut se poser la question également de combien de personnes doivent participer à la COP pour qu'elle soit utile. Est-ce que vraiment 40 000 personnes sont utiles? Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire la participation? Il est également important d'avoir un espace pour les militants, pour les activistes, pour que l'on puisse se retrouver et de rappeler que parfois certaines personnes n'ont jamais vu des manifestations, certaines personnes n'ont jamais vu des personnes qui sont en situation difficile à cause du climat. Donc c'est en réalité très important d'avoir un espace où les jeunes peuvent parler aux dirigeants politiques. C'est très important en réalité. Et bien sûr, en ce qui concerne les résultats, ce sont des résultats assez mitigés parce que nous avons des scientifiques qui se dédient à ce travail toute leur vie. Et parfois, il y a beaucoup de choses qui sont partagées.
Et si on regarde les résultats immédiats, bien sûr qu'ils peuvent être très décevants, mais en réalité, c'est très important de garder en tête que les pays continuent la discussion. euh, mais on ne peut pas se concentrer seulement sur l'impact de la COP. Il y a d'autres événements, Coachella par exemple, ou d'autres types de vacances. Alors bien sûr, il est important que les gens continuent de se divertir, etc. Mais il ne faut pas oublier que la COP est l'un des espaces qui nous permet d'agir. Alors, et moi je suis bien sûr en faveur de garder la porte ouverte au dialogue. Euh, c'est donc les objectifs de la COP. Merci beaucoup, Aruna. C'est très important d'avoir ces discussions, évidemment. Alors, la prochaine question, c'est pour Myrna. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de politiques climatiques qui ont impacté négativement la biodiversité? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, l- les politiques climatiques peuvent avoir un impact négatif sur la biodiversité lorsqu'ils se concentrent seulement sur un facteur, parce que la complexité des espèces et les complexités des écosystèmes ne peuvent pas, doivent prendre en compte euh, cela. Il y a des facteurs qui sont très difficiles à mesurer, comme par exemple le taux de disparition des espèces. La plupart des projets se concentrent sur des espèces qui grandissent très vite, par exemple, pour pouvoir capter plus de carbone, mais certaines espèces ne captent pas autant de carbone que d'autres. Et dans ce cas-là, ces plantations peuvent être faites dans des zones qui impactent la biodiversité. Par exemple, dans mon pays, un exemple très clair, c'est que nous avons perdu des dizaines de millions d'hectares en feu de forêt l'année dernière. Et les politiques de restauration qui sont mises en œuvre se concentrent seulement sur la restauration en termes d'hectares et pas en termes d'espèces qui ont été perdues. Et les espèces que nous avons perdues dans ces feux seront sans doute perdues pour toujours. Et bien sûr que si on remplace les hectares par des hectares, les hectares perdus par des nouveaux hectares, c'est une bonne chose, mais nous aurons perdu les espèces qui ont été perdues. Donc il ne faut pas oublier cela. Clarissa, merci beaucoup. Merci pour vos réponses aux questions et à vos présentations. La prochaine question, c'est pour Steve. Aruna, est-ce que vous voulez faire le suivi pour cela? Alors, oui, je voulais juste parler de la question de la COP. Je pense qu'il faut que l'on réduise nos attentes parce qu'on attend toujours beaucoup de ces COP, mais la mise en œuvre, c'est au niveau des pays. C'est comme votre festival préféré, chaque année, il y a un super line-up, il y a beaucoup euh, de musique, mais c'est une question d'envoyer des signaux, de dire euh, où en sont les pays. Cela permet de savoir où nous en sommes au niveau de politique et de savoir si les politiques sont au niveau de la science. Mais la mise en œuvre, en réalité, se fait au niveau des pays. Et bien sûr qu'il y a besoin d'être capable de protester contre ce qui se passe. Il faut des ambitions, il faut des ressources, mais il ne faut pas oublier que il faut continuer de demander à nos gouvernements de mettre en œuvre les politiques qui sont adoptées ou de mettre en œuvre même plus que les politiques qui sont adoptées. Et c'est pour cela que les actions doivent être prises au niveau national.
Voilà, donc je pense que nous sommes déjà bien au-delà des COP en tant que mouvement, en tant que personne. Donc n'oubliez pas cela. Merci beaucoup, c'est pourquoi nous sommes si heureux et heureuses d'être avec vous tous, avec tous ces militants pour le climat du monde entier. Alors, Steve, nous avons beaucoup de questions pour vous sur le type de connaissance qui est favorisé dans le GIEC. Donc, je vais lire les questions qui ont été votées avec le plus de personnes. Donc, sachant qu'il y a plus de 700 experts venus de 90 pays, au vu de tout ce que vous avez expliqué, comment être sûr que ces perspectives ne bafouent pas les espaces autochtones et traditionnels, notamment au vu de leur importance de ces questions au niveau local. Merci beaucoup de cette question. Effectivement, c'est une question qui remonte souvent. Je ne suis pas en charge de l'élaboration du GIEC, évidemment, mais je sais qu'il y a des discussions sur comment assurer qu'il y a un bon partage des informations et comment s'assurer que toutes les personnes qui contribuent, ou du moins toutes les études qui sont mentionnées dans ce rapport, viennent d'un contexte européen ou nord-américain, ça c'est clair. Donc j'ai envoyé un lien et une réponse qui avait une question écrite qui avait été faite sur. Vous pouvez regarder ce lien si vous êtes intéressé. Effectivement, à l'origine, le GIEC avait été créé pour évaluer les informations scientifiques. C'est dans son ADN de regarder dans les rapports scientifiques. On parle souvent de la littérature grise, donc ce sont des faits qui peuvent être pertinents mais qui n'ont pas été évalués par des pairs. Et donc il y a de plus en plus de discussions pour savoir comment les formes de connaissances autochtones soient bien reflétées. Un domaine où ça peut être particulièrement pertinent, ce sont des exemples de réponses, d'adaptation et de résilience au changement climatique. Et je pense que ce n'est pas un sujet fixe et je pense qu'il reste encore du travail pour le GIEC pour répondre à cette question. Mais ça met en perspective les deux points de vue entre le fait qu'il peut y avoir des angles morts dans le prisme européen ou nord-américain. Mais dans tous les cas, ça repose souvent sur des faits clairs. Donc on peut avoir confiance en le GIEC, en le GIEC. Et ce n'est pas le seul forum parce que les négociations sont un espace stratégique avec différentes communautés, points de vue qui viennent se confronter. Et c'est la difficulté, mais c'est également la beauté de ces espaces de négociation. L'idée donc d'avoir différentes valeurs. Donc effectivement, le GIEC a des valeurs précises sur l'impartialité, la base scientifique. Et il y a d'autres aspects également qui doivent être intégrés dans la négociation. Et la difficulté, c'est de faire en sorte que ça fonctionne, parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas parfaitement. Mais il y a des personnes qui travaillent au GIEC qui ont cette vocation, qui ont cette idée de faire mieux. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un pouvait lire la question suivante? C'est une question pour Aruna. Qu'en est-il de la représentation des peuples autochtones à la CNUC? Effectivement, il y a l'article 8G qui stipule la réglementation, la représentation autochtone. Est-ce que c'est le cas dans d'autres COP? Oui, il y a un caucus autochtone, effectivement, mais je suis d'accord que ça a quelque chose que nous avons félicité, c'est que lors de la CBD, les populations autochtones n'ont pas seulement une voix plus puissante, mais ils ont un véritablement espace dans les résultats, dans la négociation sur la biodiversité. Un peu moins dans les COP sur le climat. Effectivement, ils sont en première ligne des manifestations, dans les groupes.
Parfois, on se contente de les faire participer aux manifestations, mais ensuite, ils ne sont pas à la table des négociations. Mais il y a ce caucus qui se fait entendre lors de beaucoup de négociations sur les marchés carbone, sur les décisions qui ont trait aux forêts, au changement d'utilisation des terres, parce que beaucoup de personnes parfois oublient où les solutions d'atténuation ont un impact, parce que ces solutions ont des impacts sur les terres et les personnes. Et c'est pourquoi il y a caucus autochtone. Il y a une coalition avec des États qui envoient des représentants. Mais je pense que la CBD, notamment dans certains articles, ont pu intégrer des organismes subsidiaires pour les entités autochtones. Et donc, ça leur donne plus d'espace pour les observateurs aussi. Et il y avait également une question sur le fait d'organiser la COP à distance. J'en profite pour répondre à cette question. Beaucoup de choses doivent avoir lieu en personne. Tout dépend de la rencontre en personne des personnes pour savoir les négociations, quelles sont les priorités. Vous ne pouvez pas faire par Slack ce genre de choses. Moi, ça me rendrait folle. Je travaille par Slack au quotidien. Et où est-ce que vous allez faire une manifestation? Alors, vous allez faire une petite salle parallèle sur Zoom et puis ensuite, ils vont vous fermer cette petite salle pour manifester. Donc, il faut être là, il faut être à la sortie pour les attendre. On peut avoir une question sur le nombre de participants. Est-ce qu'il pourrait y avoir moins de commerce? Il y a beaucoup d'entreprises qui disent qu'elles font du business à la COP. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la COP, en fait. C'est la façon de se connecter tout qui est en jeu. Effectivement, à la COP 30 dans l'Amazonie, ça pose d'autres questions. On se est posé la question d'avoir une partie à Rio et ailleurs également, et peut-être pas tout en Amazonie, mais c'était une bonne question qui valait la peine d'être mentionnée. Mais c'est impossible d'avoir une COP virtuelle. Non, merci beaucoup, effectivement. Alors, Steven et Aruna ont reçu beaucoup de questions sur les communautés locales, les peuples autochtones. Nous allons y dédier une session, justement. Ça sera la session numéro 5. Donc, vous pouvez noter la date si vous vous êtes intéressé par ces sujets. Nous pourrons les, les étudier en profondeur. Alors, c'est la fin du temps pour aujourd'hui. Il ne nous reste qu'une minute. Alors, remercions tous ensemble nos incroyables orateurs. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pour partager vos connaissances. Vos présentations étaient vraiment incroyables. Donc, merci beaucoup. Et je repasse la parole à la modératrice, à Myrna, pour les dernières présentations. Merci beaucoup, merci à tous et aux intervenants, merci à toutes les questions. Et nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Nos orateurs ont déjà répondu à certaines questions directement dans la section, si vous voulez regarder. Mais en tout cas, merci beaucoup à chacun d'avoir pris le temps de poser des questions. Pour terminer, beaucoup ont posé la question du forum de participation. Vous le recevrez 24 heures après la session par email. C'est un petit quiz et donc les questions sont ici des communautés, donc des réponses, pardon, de la prise de notes commune. Donc, si vous y référez, vous devriez voir le certificat et c'est obligatoire. N'hésitez pas également à remplir la recherche aussi. Vous avez reçu le lien dans l'email précédent. J'espère que vous avez tous bien apprécié cette session. Les présentations étaient passionnantes. Si vous postez des choses sur les réseaux sociaux, et mentionnez-nous. Vous les voyez à l'écran. Et cette session a été enregistrée. Et après cette session, vous recevrez l'enregistrement et toutes les diapositives seront dans le fichier que nous avons participé avec vous. Rejoignez le Slack
Le lien était dans le groupe. Nous avons dû désactiver le chat car beaucoup trop de personnes partageaient leur compte LinkedIn. C'est toujours bien d'avoir le chat et d'avoir vos contributions. Donc, merci de partager vos liens LinkedIn dans les groupes LinkedIn ou par Slack. La prochaine session aura lieu le 4 juin sur le financement de l'action climatique. Je pense que vous avez tous hâte de cette session. Nous accueillerons Elena Pereira, Charlene Watson et Marina Goel. Nous avons le plaisir de les recevoir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos intervenants, intervenantes. Et nous vous disons à la prochaine. Et merci également aux interprètes et nos excuses d'avoir parlé très très vite et vous avez fait un travail remarquable. Merci et bonne fin de journée.